Bonjour à tout le monde. Ravie de vous accueillir pour ce quatrième rendez-vous d'experts. C'est des moments assez importants dans le projet du cercle puisque ça nous permet vraiment de recevoir des conseils des personnes issues du milieu de l'art qui ne sont pas des artistes et qui nous partagent pendant 1 heure et demie un retour d'expérience sur leur quotidien justement en tant que soutien des artistes dans le milieu de l'art. Donc, on arrive à la dernière intervention avant l'été. La prochaine sera à la rentrée et j'ai la joie d'accueillir une personne assez spéciale, qui est Léa et qui est aussi, ma cousine. Voilà, donc, elle a préparé, beaucoup de choses, pour vous. L'idée de ce Zoom, je pense et elle vous le détaillera, c'est de parler de 2 sujets, principaux, de comment bien monter les dossiers de candidature pour des appels à projets, tout en faisant un parallèle, avec son expérience puisqu'elle a pendant plusieurs années, elle a géré l'atelier de Xavier Veillant. Voilà, donc Léa, c'est à toi. On a Merci. la chance d'écouter ta présentation et puis après, on laissera aussi du temps pour de l'interaction, que ça soit des questions, des commentaires ou pour nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'échange. Merci beaucoup, Léa. Ça marche, merci Margot. Bonjour à toutes. Déjà, moi, je voulais commencer par vous dire que je suis vraiment ravie d'être là parmi vous parce que je suis le projet du cercle depuis le début et ça me fait chaud au cœur de voir cette communauté grandir grâce au travail de Margot et à vous toutes. Donc, je suis heureuse d'avoir l'opportunité de participer aujourd'hui à cette petite échelle. Donc, merci encore Margot pour cette invitation et merci tout le monde d'être là. Je vous montre à l'écran un petit programme des réjouissances pour le moment de partage. Je vais commencer par vous présenter rapidement mon parcours universitaire et professionnel pour que vous sachiez un peu mieux qui s'adresse à vous. Puis je vais vous présenter mon métier qui est celui de chef de projet ou de chargé de projet culturel, principalement auprès d'artistes visuels. On se penchera ensuite sur les appels à projets en eux-mêmes, donc comme a dit Margot, les candidatures, on fera un petit tour ensemble des différents endroits où trouver des candidatures et un petit focus sur le dispositif du 1% artistique. On va regarder ensemble un exemple un peu concret d'appel à projet et décortiquer un petit peu les termes techniques et administratifs que ça peut impliquer. Ensuite, on va un peu translater de l'appel à projet à la gestion de projet même. Et enfin, je ferai un petit retour d'expérience sur mon travail au sein de l'atelier de Xavier Veillant. Et on aura du temps à la fin pour pour me posiez des questions, donc n'hésitez pas à prendre des notes, parce que si je parle trop vite, on pourra revenir en arrière sur des choses. Donc voilà, donc moi j'ai fait des études d'histoire de l'art, mais spécialisée en institutions culturelles et en gestion de projets culturels. Donc j'étais toujours du côté un peu pragmatique de l'histoire de l'art et de sa mise en exposition et de sa mise en œuvre. Pendant mes études, j'ai eu l'opportunité de faire des stages, surtout dans des musées parisiens, et j'ai notamment assisté l'équipe du Louvre-Lens avant l'ouverture du musée, et c'est là que j'ai découvert en fait le fonctionnement d'une petite équipe dédiée à un seul projet. Parce que cette équipe, elle était vraiment séparée du reste de l'organigramme du musée, elle faisait partie d'aucune conservation, elle était rattachée à aucun conservateur, c'était vraiment une sorte de petite équipe de choc montée spécialement pour réaliser le PSC, c'est le programme scientifique et culturel pardon, du musée. Et donc, ils avaient une sorte de rôle central où il fallait qu'ils coordonnent le travail de tout le monde, les conservateurs du musée, les architectes, les acteurs locaux à Lens et dans sa région, les sonographes, enfin, un peu tout le monde. Donc, moi, j'étais une petite main là-dedans, mais ça m'a donné vraiment la vision globale d'un projet avec les questions politiques et les enjeux humains que ça peut soulever. Et j'ai trouvé ça assez passionnant, donc j'ai gardé en tête pendant mes études que c'était quelque chose d'assez sympa à faire. Et du coup, une fois que j'ai fini mes études, je suis rentrée à l'atelier de Xavier Veillant,
qui est un artiste qui se définit comme visuel, parce qu'il touche à plein de médiums différents, de la sculpture, de la peinture, de la performance, de l'installation vidéo, et cetera, et cetera. Et il a la chance d'avoir une grande équipe qui travaille pour lui, dont moi j'ai fait partie pendant presque 10 ans. Donc voilà, et à la fin de cette période à l'atelier de Xavier Veillant, j'étais à la fois project manager, donc chef de projet, et j'étais aussi responsable financière et administrative de l'atelier, qui m'avait donné l'opportunité de travailler avec Delphine Toutain, que vous connaissez, qui vous a donné un petit cours au début de la saison, je crois. Donc voilà, moi j'ai quitté l'atelier il y a près de Xavier il y a près de 2 ans, et depuis, je suis freelance. Donc je fais le même métier, mais de manière autonome, et j'accompagne plusieurs artistes en parallèle. J'ai fait une petite incursion dans le théâtre en travaillant avec Masha Makeyev. Je travaille beaucoup avec Angelica Messiti, qui est une artiste australienne basée à Paris. Je collabore avec des boîtes de production qui produisent des vidéos d'artistes, etc. J'ai essayé d'assister Margot sur la structuration de Massa Story en association, mais on n'a pas encore gagné notre bataille avec l'administration marocaine. Donc voilà, donc tout ça pour dire que maintenant j'ai des activités diverses, mais qu'au final je suis toujours chargée de projet ou chef de projet. Et je voulais vous redonner une petite définition de ce métier, parce qu'en fait c'est assez vaste et large. Donc pour moi, ce métier, c'est... On ne voit pas les slides qui défilent, non? Est-ce que... Ouais, je suis restée sur la première pour D'accord. l'instant. Ok. Je vais passer après aux autres. Merci. Donc, ce métier, pour moi, c'est de travailler sur la conception ou la programmation d'un projet culturel et d'assurer la bonne conduite de ce projet. Donc, ça englobe une mise en œuvre artistique et conceptuelle au départ, puis une mise en œuvre administrative, technique, logistique. Et ça fait beaucoup appel à la coordination des moyens humains qui sont mobilisés sur le projet, que ce soit en interne si vous avez déjà une équipe, ou en externe si vous travaillez avec une boîte de production, que vous collaborez avec un cabinet d'architectes, des associations, les services culture de la mairie, enfin, d'autres artistes. Les situations sont multiples. Et donc, cette définition, au final, elle peut être très large. Des fois, on tend quasiment à l'événementiel. Des fois, on va suivre des projets qui sont des projets de publication de livres, de catalogues, etc. Des fois, c'est des expositions. Des fois, c'est des suivis de performances. Donc, c'est vraiment assez large. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans ce métier. C'est parce que ça englobe vraiment plein de choses. Mais j'ai conscience que ça peut être un peu vertigineux et un peu fourre-tout comme terme, d'où la présentation d'aujourd'hui. Et mon but, c'est vraiment de vous donner des petites clés de lecture et de partager quelques réflexes sur ce sujet. Alors, je vais changer de slide et on va voir si ça marche. Non, ça marche pas en vrai. C'est bon. Donc, on va passer aux appels à projets. Donc, vous le savez, les appels à projets, il y en a des tonnes. Il y a des appels à projets publics, il y a des appels à projets privés. Ça peut concerner des résidences, ça peut concerner des bourses, des expos. Vous avez l'opportunité de demander des fonds pour de la production, de la post-production, du matériel, à plein d'échelles différentes dans la ville, dans la région, dans un pays, voire même à l'étranger. Donc en fait, cette offre, elle est vraiment pléthorique, mais la demande aussi, elle est pléthorique, parce que sinon, ce serait pas drôle. Donc, comme vous l'a un peu expliqué Thomas lors du talk précédent, il va d'abord s'agir pour vous et pour nous de bien choisir à quel appel à projet répondre afin de se préserver et de ne pas s'épuiser à remplir dossier sur dossier et à potentiellement devoir essuyer des refus, parce que c'est jamais très agréable. Donc, pour choisir correctement, en termes de méthodologie, vous le savez, je crois que je l'ai remis quand même. Ici, on commence par faire des recherches sur Internet sur les formats qui nous intéressent et avec des termes spécifiques, et on lit évidemment très bien les critères de sélection, et on se dit jamais qu'on va réussir à faire rentrer des ronds dans des carrés. Donc, si vous ne pouvez pas répondre aux critères de sélection de base,
ça sert vraiment à rien de postuler. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, en termes de méthodologie sur cette phase, c'est toujours me renseigner un peu sur les lauréats des éditions passées, pour savoir, à peu près où est-ce que le jury, où est-ce que l'appel à projet se situe et quel type d'artistes ils attendent. Si vous voyez qu'ils sélectionnent que des artistes qui ont, je sais pas, 30 ans de carrière derrière eux et qui ont déjà fait, des expositions, personnelles dans des grands musées et que vous, vous sortez des beaux-arts, en général, ça sert à rien de postuler tout de suite et vaut mieux, garder ses forces pour autre chose. Donc voilà, donc moi je regarde toujours, ce qui a été fait. J'aime bien aussi me renseigner sur les commanditaires ou les membres du groupement, si c'est par exemple des architectes et des ingénieurs qui viennent vers vous parce qu'ils veulent répondre à un appel à projet et qu'ils ont besoin d'un artiste. Moi, je fais toujours des petites recherches pour voir, juste pour vérifier que leurs valeurs et ceux de l'artiste pour qui je travaille sont alignés, pour pas avoir de mauvaises surprises à un moment. Ne pas hésiter à les appeler pour avoir une première discussion, un peu informelle, juste pour prendre la température au final et suivre un peu son instinct, mais en s'étant bien renseigné avant. Donc voilà, donc une fois qu'on a choisi, avec précision, bah, on va devoir se lancer. Je vous ai remis ici, juste une petite liste de ressources, pour que vous, les ayez. Bon, c'est pas, du tout, exhaustif parce que, comme on vient de le voir, il y en a un peu partout. Les liens sont actifs, donc normalement, vous pourrez juste cliquer dessus, quand vous aurez le PDF. Je vous ai mis aussi en bas, de l'écran un site qui s'appelle APAC et qui liste en fait toutes les œuvres qui sont issues de 1 ou de commandes publiques, en France. Donc dans la même optique de voir, qui sont les lauréats des éditions précédentes, là vous pouvez voir quel type de projets sont issus de 1, quel type d'œuvre et ça peut vous donner aussi une idée de l'échelle des projets attendus. Voilà, il y a aussi, sur cette page, moi je vous conseille toujours, de lire un peu la presse spécialisée. Il y a aussi des appels à projets qui sont publiés à cet endroit. Pour la petite anecdote, c'est en lisant le quotidien de l'art que moi j'étais tombée sur l'appel à projet pour la Biennale de Venise, que Xavier a fini par remporter en 2016-2017. Donc c'était totalement par hasard, on cherchait pas du tout, à répondre à un appel à projet et on a vu ça et on s'est dit que c'était peut-être le bon moment, par rapport à sa carrière justement pour se lancer. Donc voilà, je vous invite aussi, si vous avez une galerie notamment, à regarder, les appels à projets des foires d'art contemporain. Souvent ça passe par le réseau des galeries ou c'est publié également dans la presse et c'est des appels à projets, qui demandent souvent un gros financement. Ceux-là parce que c'est des sortes, d'espaces, collectifs d'exposition dans les foires, donc vaut mieux être accompagné par une galerie, pour cela, notamment, pour des raisons de financement. Donc après ce petit survol global, je voulais faire un petit, focus sur le 1 artistique parce que c'est celui qui est, c'est un peu le dispositif qui est le plus, administratif et parfois le plus complexe à lire et à comprendre, je trouve. Donc, pour un petit retour historique, ça existe depuis 1951 et la définition initiale, c'était l'obligation de décoration des constructions publiques. Donc, c'est un système, de commande d'œuvres, à des artistes pour des bâtiments, publics, que ce soit la construction de nouveaux bâtiments ou l'extension des bâtiments existants. Et l'idée, c'est d'allouer 1 du budget de construction à des œuvres d'art. Vous allez sûrement vous rendre compte que ce 1 il est un peu difficile à calculer parce que, on ne sait jamais, si c'est basé sur, la totalité des travaux ou, les travaux, mais sans le gros œuvre ou si c'est hors taxe ou si c'est TTC. Donc, c'est toujours, un peu flou, mais, l'avantage, c'est que le budget est toujours précisé dans l'appel à projet, donc vous avez juste à vous préoccuper de ça.
Depuis quelques années, pour les budgets de 1% inférieur à 30 000 €, on peut aussi acheter des œuvres d'art préexistantes et pas faire des commandes. Donc ça peut ouvrir à d'autres types de pratiques. Et il faut savoir que ce projet artistique, il va souvent être encadré par la DRAC ou par la DGCA. Donc vous n'êtes pas perdu dans la nature à parler avec des maîtres d'œuvre. Voilà, si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder le guide du 1% artistique et de la commande publique que j'ai mis en bas. C'est un guide qui a été rédigé à destination des commanditaires et pas des artistes. Mais je trouve que c'est toujours utile de le survoler et de justement voir de l'autre côté du miroir ce qui est attendu. Ensuite, je vous ai remis une petite page sur le vocabulaire du marché public. Donc, je ne vais pas redétailler ça, c'était plus pour que vous ayez un petit mémo technique sur les termes, parce que c'est quand même très administratif, notamment tout ce qui concerne les formulaires à remplir. Donc comme ça vous fera une sorte de pense-bête au cas où vous répondez à 1%. Et je voulais aussi souligner que ce qui est intéressant dans le 1%, c'est que ça prend en compte vraiment tout type d'art et d'œuvres des arts appliqués. Donc c'est pas juste à destination des peintres ou des sculpteurs ou de l'art dit classique. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en fait, même dès 1951, on envisageait d'utiliser les nouvelles technologies dans ces œuvres. Donc si vous utilisez des mix médias, faut pas hésiter à répondre. Et pareil, je sais pas s'il y a des paysagistes ou des artistes qui font du land art dans le cercle, mais ça fait totalement partie des appels à projets, enfin des œuvres qui peuvent être financées par un 1%. Donc faut pas se limiter à de l'art visuel classique pour ces œuvres. Il y a juste un élément à garder en tête, c'est que l'œuvre, elle est censée pouvoir durer aussi longtemps que la construction. Après, elle peut évoluer. Par exemple, pour le land art, si vous dessinez une œuvre et avec des arbres qui grandissent et que ça a été pensé en amont, c'est tout à fait possible. Mais il faut garder en tête que l'œuvre doit être pérenne et donc de qualité. Je crois que je vais parler vraiment très vite. Je suis désolée si ça va trop vite. Non, c'est super. C'est très bien. Merci. Donc on va faire un petit cas pratique où j'ai choisi délibérément le site du ministère de la Culture parce que c'est celui qui est un peu le moins bien fait, je trouve, quand on fait des recherches. Donc notamment, ils ont un très mauvais système de référencement. Donc je vous ai juste remis le cheminement pour arriver à des appels à projets et candidatures. Et moi, j'ai pas choisi les appels à projets du ministère de la Culture, j'ai choisi les autres projets parce que je voulais trouver un 1% artistique. Donc normalement, ici, vous pouvez affiner les recherches et les faire de manière assez précise, mais en fonction du commanditaire, c'est plus ou moins bien référencé. Donc je vous invite à parcourir quand même du coin de l'œil tous les résultats, pas passer à côté de choses qui pourraient vous intéresser. Par exemple, moi, j'ai fait une recherche sur le sport parce que j'ai rencontré un photographe qui fait des photos de sportifs avant et après la compétition et cherchait du financement. Et en tapant sport, j'ai rien trouvé, alors qu'il y avait un appel à projet pour les Olympiades culturelles qui mentionnait ce mot. Donc, méfiez-vous un peu de ce site. Après, il est quand même pas mal parce qu'il recense vraiment beaucoup de documents. Et il a cette organisation un peu chronologique où il va vous mettre en avant les projets pour lesquels il reste le moins de jours à répondre. Donc là, on voit dans l'exemple, le 1% Biblio-Gironde, il reste 3 jours et celui d'après 7 jours. Et en fait, au fur et à mesure qu'on descend sur la page, on peut arriver à des projets pour lesquels on a 3 mois de délai avant la clôture. Donc moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir cette vision, notamment si vous répondez à plusieurs projets à la fois, et aussi parce que
je trouve qu'il faut quand même prévoir 10-15 jours pour répondre à un appel à projet avant la clôture, parce que ça vous laisse le temps, vu que vous n'allez pas faire que ça, d'y revenir, de chercher les pièces administratives si vous n'avez pas bien préparé vos documents comme le préconise la méthodologie. Ça vous donne le temps de faire appel à un œil extérieur éventuellement pour relire votre note d'intention et avoir un regard externe, etc., etc. Alors, une fois qu'on a passé la page de recherche, on a cette première page qui est un peu un résumé de l'appel à projet. Sur le site du ministère de la Culture, ça c'est assez bien fait. Je trouve qu'on peut percuter assez rapidement quels sont les enjeux du projet. Il y a déjà une description de l'environnement. Vous pouvez repérer des mots-clés. Par exemple, ici, dès le départ, il y a une forte démarche éco-responsable qui est mentionnée, donc vous savez que ça va être important. Il y a évidemment le type d'œuvre qui peut être envisagé pour cet appel à projet. Ici, il est aussi mentionné l'exécutant technique du projet, ce qu'on appelle le maître d'œuvre. Et donc, c'est un atelier d'architecte. Et vous avez déjà des éléments d'attente vis-à-vis du projet artistique. Donc, c'est une sorte de première page qui va avec cette seconde page. Elles étaient dans la continuité. Ça vous permet de scanner très vite l'appel à projet et de décider si vous voulez y participer ou pas. D'un point de vue formel, dans les appels à projets publics, il y a quasiment toujours 2 phases distinctes. La première phase, elle est un peu plus, elle est très ouverte, c'est la phase de candidature et il y a en général un gros dossier administratif et une sorte de note d'intention artistique à rendre, juste pour qu'on s'assure que vous avez bien compris le projet, et un portfolio à rendre. Et ensuite, la phase 2, il y a des artistes qui sont présélectionnés et là, ils doivent vraiment rendre un projet. Donc cette architecture en 2 étapes, elle revient très souvent. De même, dans ce genre de projet, les budgets sont toujours TTC. Donc ça, il faut faire attention au moment où vous regardez les budgets, si vous êtes soumise à la TVA, de juste y penser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des indemnités qui sont souvent dédiées aux artistes qui ont rendu un pré-projet. Donc c'est pas mal parce que ça peut être pas mal de travail pour vous de répondre à des appels à projets et au moins il y a un petit lot de consolation. Une fois qu'on a fait ce premier scan, on va pouvoir consulter l'appel à projet, l'appel à candidature. Et en général, c'est le moment où on bascule sur un site beaucoup plus administratif. Ici, c'est la centrale des marchés qui n'a pas du tout été fait pour des artistes et vraiment à destination des marchés publics. Et c'est souvent un peu barbare à lire. C'est moche, c'est mal organisé, ils n'ont pas été sautés à la ligne, vous avez du mal à trouver les informations. Donc, il faut juste réussir à trouver et à télécharger l'appel à projet complet et essayer de trouver cette partie qui est vraiment celle sur les conditions de participation, qui va être en fait la liste des documents qu'il faut envoyer pour répondre à la première étape de l'appel à projet. Donc je vous laisserai lire tout ça en détail, mais je vous ai remis des petites notes. D'abord, si vous cherchez les formulaires, c'est sur le site de l'économie, économie.gouv.fr et pas sur le site du ministère de la Culture que vous les trouverez, parce que c'est des documents de marché public qui ne sont pas que des documents à destination du monde de l'art. Vous pouvez, si vous avez besoin, n'hésitez pas à écrire au commanditaire pour demander des informations supplémentaires. En général, on a jusqu'à 7 jours avant la fermeture de la candidature, donc faut pas le faire à la dernière minute, mais c'est tout à fait admis que vous puissiez poser des questions s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Voilà, et moi j'avais écrit ici qu'il faut identifier dès la première phase les enjeux du programme, parce que souvent on vous demande une note où vous présentez votre intérêt pour le projet. Et là, c'est vraiment le moment où il faut réussir
un peu comme dans une lettre de candidature pour une entreprise, quand vous candidatez à un poste. Je ne sais pas si vous avez besoin de faire ça, mais il faut faire un peu le lien entre votre pratique et le projet et créer du sens en fait. Juste essayer de trouver un lien entre les deux et expliquer pourquoi vous voulez répondre à ce projet et qu'est-ce que vous allez pouvoir y amener. Voilà. Au niveau méthodologique, Thomas vous l'avez déjà expliqué et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut vraiment mettre à jour régulièrement tous ses documents administratifs, son portfolio, son CV, de manière régulière pour, quand vous répondez à un appel à projet, de ne pas perdre du temps et de pouvoir vraiment vous concentrer sur le projet artistique et pas perdre de temps avec l'administratif. Moi, ce que j'aime bien faire pour les artistes qui ont plusieurs activités ou qui ont une carrière derrière eux déjà très longue et fructueuse, c'est de faire des portfolios ou des CV ou des biographies un peu orientées sur une seule pratique. Donc, par exemple, Xavier Veillant, il a énormément d'œuvres dans l'espace public. Du coup, on avait un portfolio qui est dédié juste à ce type d'œuvres. Et quand on répondait à des appels à projets pour des œuvres dans l'espace public, c'était le portfolio qu'on utilisait. Quand on travaillait sur des performances, on mettait en avant d'autres choses, les performances et les films, par exemple, ce qui concerne le vivant. Donc, je ne vous dis pas de tout séparer parce que normalement, il y a des liens et il y a du sens entre toutes vos activités, mais juste, c'est une question de focus, de retourner le focus en fonction de ce que vous allez présenter et donc d'avoir des documents tout prêts avec d'abord la photo si vous êtes photographe et ensuite votre travail de dessin ou vice-versa. Et pareil, quand vous écrivez votre biographie, vous pouvez aussi très bien mettre en avant une activité ou une autre. Comme ça, au moins, vous vous présentez sous un angle plus ou moins spécialisé. Voilà et aussi, si vous comptez répondre à des appels à projets à l'étranger, vous pouvez dédoubler vos documents, type portfolio, CV et cetera en anglais ou dans une autre langue selon vos activités, dès à présent. Parce que se retrouver à faire des traductions, en dernier moment, je crois qu'il y a rien de pire et ça nous empêche un peu de se concentrer sur le reste. Pardon. Donc pour, répondre à l'appel à projet, une fois qu'on a été présélectionné, pour répondre à la phase 2, on va vous demander de réfléchir de manière plus concrète à un projet. Donc là, c'est un peu le moment où on va vous fournir, des précisions sur les attentes du commanditaire. Des fois, il se passe pas mal de temps entre les 2 phases et du coup, le projet initial a un peu évolué, donc on va vous mettre, un peu à la page. Parfois, on pourra aller voir le site, ce qui est super utile, notamment pour, des sculptures ou des œuvres un peu signalétiques, pour, pouvoir, appréhender l'espace et on va vous demander de présenter un pré-projet qui comporte, en général divers éléments. Donc, ça peut être, souvent une note d'intention détaillée, donc, une description du projet et de ce que vous comptez faire. Une fiche technique qui va être, pour le coup, très succincte. Une présentation visuelle de l'œuvre, voire, une présentation de son implantation, dans l'espace. Si on parle par exemple, je sais pas, de l'extension d'un château et qu'il y a un très grand parc, évidemment, on va pas s'attendre à ce que vous, envahissiez, pardon, je trouve pas un mot plus joli, mais à ce que vous, utilisez tout l'espace. Donc on va vous demander, où est-ce que vous allez localiser l'œuvre et sûrement aussi comment est-ce que les gens vont, comment est-ce que le public va pouvoir, la découvrir? S'il y a des points de vue spécifiques et cetera. On va aussi vous demander souvent un budget prévisionnel, selon le cadre budgétaire qui a été défini par l'appel à projet et enfin, souvent des visuels de référence, si ça n'a pas été demandé en phase 1, ça peut varier entre les 2 phases. Donc ça, c'est un peu le moment où,
quand vous répondez à l'appel à projet, il faut que vous essayiez d'avoir le plus d'impact possible. Il faut que vous montriez vraiment en quoi votre œuvre elle va s'insérer dans l'espace, en quoi ça fait sens. Donc, faut pas hésiter à réutiliser des termes de l'appel à projet, évidemment en toute intelligence et en bon escient. Et il faut, c'est vraiment le moment où vous allez faire rêver les gens avec, avec vos intentions artistiques. Donc, c'est un peu le moment de créativité. Et en même temps, il faut toujours être un peu concret et rassurant. Donc, faut que le budget il soit rationnel. Il faut que le commanditaire perçoive que vous avez compris que l'œuvre sera pérenne et donc facile à maintenir à l'état, et cetera, et cetera. Donc, c'est une sorte d'équilibre entre je vous fais rêver avec ce super projet artistique et en même temps j'ai conscience de la réalité matérielle des œuvres et j'ai conscience du fait qu'elles vont peut-être entrer dans une collection pérenne et devoir vivre pour l'éternité, en toute modestie. Et d'ailleurs, ces questions font partie en fait des critères de sélection. Donc là, je vous ai mis des pourcentages qui sont issus du 1% que j'ai regardé, mais ça peut être un peu variable. Mais vous voyez qu'il y a quand même la maintenance et l'entretien de l'œuvre qui font partie des critères de sélection et la faisabilité technique. Donc c'est vraiment important que ce soit inscrit dans la réalité physique du monde. Et notamment les questions de pérennité et de conditions de maintenance. Il faut aussi que vous ayez en tête que si vous répondez à un appel à projet pour une œuvre qui va être, par exemple, dans la rue, sur une place, dans une ville, en fait, c'est pas des conservateurs de musées qui vont s'occuper de cette œuvre. C'est souvent les services de la voirie qui vont devoir nettoyer autour ou enlever les feuilles mortes, etc., etc. Donc, il faut vraiment que ce soit des objets solides qui puissent durer dans le temps et qui soient à même de vivre dans un espace de passage, de vie publique, etc. Donc ça, en général, c'est précisé dans les appels à projets, mais on sait jamais. Hop. Je vous ai ensuite fait des petits focus sur des documents dans l'idée de faire la transition aussi entre l'appel à projet et la phase de développement de projet. Donc, par exemple, si on regarde la fiche technique en phase de pré-projet ou de concours, la fiche technique qu'on va vous demander, elle est vraiment très succincte. Il y a un titre qui peut être un titre d'œuvre provisoire, évidemment l'auteur, le ou les artistes, des dimensions préconisées, des matériaux, donc quelque chose de très simple que vous allez pouvoir créer assez rapidement. Et ensuite, une fois que vous aurez fait votre projet et finalisé ce dernier, est-ce qu'on voit tout? Ouais. Vous allez devoir passer à un niveau de détail bien supérieur. Donc là, je vous ai mis un exemple, ça peut être d'autres formats, mais je me suis dit comment vous l'aurez. Et on voit que c'est beaucoup plus détaillé. Il y a même parfois le prix de vente qui est mentionné sur ce document. Et l'idée, c'est d'avoir une sorte de fiche d'identité de l'œuvre. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une photo, pour pouvoir qu'elle puisse suivre l'œuvre et que plusieurs personnes puissent la reconnaître, savoir comment la nettoyer éventuellement, selon la technique, etc., etc. Dans la même optique, je vous ai mis un exemple de budget en phase pré-projet. Donc là, je l'ai vraiment fait de manière très simple. L'idée, c'est juste d'avoir des grandes masses budgétaires et des formulations assez génériques parce qu'en général, en phase pré-projet, vous n'avez pas encore eu le temps
de consulter, je ne sais pas si vous faites de la sculpture, vous n'avez pas eu le temps de consulter votre fondeur pour connaître le prix du bronze en ce moment, vous ne connaissez pas les détails de tous les frais de production, donc c'est vraiment des grandes masses que vous pouvez mettre sur votre budget juste pour montrer aux commanditaires, toujours dans cette optique que vous avez compris qu'il y avait plusieurs postes de dépenses et que vous les avez anticipés. Dans la même idée, c'est le moment de mettre une petite ligne d'imprévu dans votre budget au cas où vous ayez oublié quelque chose, justement. Donc ça, c'est vraiment le budget initial. Et quand on va passer en phase de gestion de projet, on va passer à des budgets un peu plus complexes comme celui-là. Donc là, c'est un budget qui est aussi corrélé avec un calendrier pour faire du suivi de facturation et du suivi de dépenses. Donc, la partie bleue, c'est les dépenses. Moi, je suis revenue les mettre en HT et en TTC, sachant que, comme on l'a dit, les budgets de concours sont toujours TTC, mais si vous êtes soumise à la TVA, vous avez besoin d'avoir les deux lignes. Et ensuite, la partie jaune, c'est plus un calendrier juste pour suivre à quel moment vous avez payé quoi, pour vous aider à faire le suivi pour la comptabilité. Et pareil sur le petit tableau en bas, la facturation, ça fait partie des étapes de négociation où on va demander au moment du contrat de diviser les paiements en plusieurs étapes pour les gros budgets afin de vous permettre d'assurer la production. Donc là, il y avait 4 moments de paiement et on les fait corréler à des moments clés, donc la commande, le lancement de la production, en cours de production, etc., etc. Donc tout ça pour nous amener à la phase vraiment dite de projet et de suivi de projet. Donc là, j'aimerais bien qu'on voit ensemble quelques petites notions clés. J'ai essayé d'organiser ça par thématique, mais en fait, tout est lié et tout est assez organique. Donc, d'où ces petites nébuleuses. Donc, pour détailler certaines notions, c'est peut-être celles que vous connaissez le moins. Donc, une fois que vous avez réfléchi à votre concept artistique en prenant en compte le public cible, moi, ce que j'aime bien faire en premier, c'est de faire un qui fait quoi. Donc, un qui fait quoi, c'est une sorte d'outil. Moi, je le fais sous forme de tableau Excel parce que c'est ma manière de travailler, mais ça peut juste être une liste si vous préférez. Pardon. Et donc, c'est un tableau qui récapitule les missions de chacun et de chacune et donc les responsabilités des personnes impliquées dans le projet. Et en fait, c'est important que ce document il soit vraiment limpide parce qu'il est lié à des notions de responsabilité et notamment d'assurance. Donc, pour prendre un exemple un peu bateau, si vous êtes peintre et que vous travaillez seul dans votre atelier, disons que vous travaillez sur une commande pour un hall d'immeuble, bah, quand les œuvres elles sont dans votre toile, en général, elles sont sous votre responsabilité. Donc, s'il y a un sinistre, c'est assez clair que c'est votre assurance qui doit jouer. Mais au moment où elles partent de l'atelier pour se faire encadrer et qu'elles sont transportées jusqu'au lieu d'exposition et que malheureusement, il y a un accident en ce moment-là, il faut avoir anticipé ça et savoir qui est responsable pour savoir quelle assurance vont jouer au moment où il y a un problème, juste pour se prémunir de ça. Et du coup, ce petit qui fait quoi, il va vous servir à la rédaction du contrat que vous allez faire avec les commanditaires, qui va devoir détailler vos missions et les leurs. Donc, juste un petit rappel un peu basique, mais vous commencez pas à travailler si vous n'avez pas encore signé votre contrat ou au moins une sorte de lettre de mission. Et si
Si c'est trop obscur, le contrat qu'on vous propose, faut pas hésiter à faire appel à de l'aide juridique. Il y a des permanences gratuites au barreau des arts. Si vous êtes allé à DGP, il y a aussi du conseil juridique pour tout ce qui concerne la propriété intellectuelle qui peut vous être amené de manière forfaitaire, on va dire. Et si c'est un gros budget ou un contrat avec l'atelier, moi je trouve que ça vaut le coup d'investir une petite somme pour une relecture ou un accompagnement juridique, juste pour se rassurer et avoir l'esprit libre. Et aussi, un autre point de vigilance sur les contrats, moi j'ai l'habitude de pas trop détailler les coûts de fabrication des œuvres. C'est peut-être une déformation professionnelle de l'atelier de Xavier Veillant où c'est nous qui gérions tous les budgets et du coup, on évitait de partager les données et on préservait cette confidentialité. Et du coup, on marquait juste que telle partie était dédiée à la production et voilà, mais ça, c'est à vous de voir en fonction du commanditaire et de votre lien avec cette personne. Voilà, ça c'était pour la partie contrat. Bah, en termes de budget, comme on a vu un peu l'exemple tout à l'heure, quand on gère un projet, on fait à la fois le montage et la gestion quotidienne. Donc il faut savoir aussi faire un échéancier de facturation et de paiement. Je sais plus si Delphine, elle vous avait montré ça. Mais bon, enfin, ce que je voulais vous dire aussi là-dessus, sur cette partie, c'est que si vous répondez à des appels à projets que dans le cadre public en France, c'est quand même super bien cadré et, et hyper réglementé. Donc, normalement, vous pouvez totalement faire confiance à vos interlocuteurs et essayer de leur déléguer le maximum de missions pour garder juste la partie artistique. Mais là, j'essaye aussi de parler des situations où vous allez peut-être répondre à un appel privé et avec, je sais pas moi, une entreprise qui veut une sculpture devant son siège social et qui aura moins l'habitude de travailler avec des artistes. Et donc là, moi, je trouve que c'est pas mal de vraiment détailler toutes les choses et de vous prémunir de problèmes éventuels parce que c'est pas des interlocuteurs spécialisés. Il faut aussi, en fait, c'est ça qui est un peu compliqué peut-être, c'est qu'il faut réussir à adapter votre travail, votre implication dans le projet à votre interlocuteur et être plus ou moins vigilant selon la personne avec qui vous travaillez. Donc, de manière un peu caricaturale, si c'est dans le privé que vous travaillez avec la direction de la culture de telle ou telle mairie, a priori, c'est assez safe et vous avez affaire à des spécialistes qui pourront vous aider même à porter le projet. Et si au contraire, vous travaillez avec des personnes issues d'un autre milieu professionnel, là, c'est à vous d'être un peu plus locomotive, je dirais, pour amener vos conditions de travail et de développement du projet parce que c'est des gens qui ne savent pas forcément de quoi vous avez besoin en tant qu'artiste. Donc, pour vous donner un exemple un peu concret, ça peut être flou pour des gens, de quelle manière les œuvres d'art sont réalisées. Donc, si vous faites de la sculpture, oui, ou disons de la sculpture, il y a une sorte d'image, je trouve, un peu d'Épinal, du sculpteur seul dans son atelier, avec son marteau et son burin en train de construire une sculpture. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ça se passe pas forcément comme ça. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire appel à un ingénieur pour vous faire la structure interne de votre œuvre. Peut-être que vous devez travailler avec une fonderie pour avoir un moule, etc., etc. Et donc, vous, en tant qu'artiste, vous allez gérer des prestataires qui sont des artisans ou autres. Et pour votre commanditaire, ça, c'est pas évident. Du coup, c'est là où il faut revenir, amener du sens et vraiment communiquer sur le projet pour qu'il y ait un dialogue qui s'établisse et que
les besoins du projet artistique passent toujours en premier. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Il est quelle heure? 47, très bien. Donc voilà, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre là? Donc toute la partie planifiée, gérée, etc. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc il faut à la fois réussir à gérer le projet dans sa continuité, et si vous avez plusieurs projets en même temps, faut que vous puissiez, comment dire, tuiler les choses pour pas pour pas être débordé à un moment. Oh, pardon, ma table tremble. Donc ça c'est un peu une question d'organisation assez traditionnelle. Ensuite, je voulais juste évoquer rapidement ce qui se passe après le projet. Donc la partie sur la communication et la valorisation. Parce qu'une fois que le projet est réalisé, l'idée c'est qu'il ne reste pas dans un placard, que vous puissiez le montrer sur votre site internet, sur votre page Instagram, sur vos réseaux sociaux, que vous puissiez le valoriser dans vos portfolios, que si vous avez des galeries ou des collaborateurs qui ont travaillé sur le projet, qui puissent aussi communiquer dessus. Parfois dans les contrats, souvent dans les contrats, il y a une partie communication. Donc il faut que vous puissiez vous assurer de pouvoir tout le temps utiliser les images comme vous voulez et pas de manière restrictive. Une fois qu'on a fait un projet aussi, on pense à l'archiver dans sa base de données, on pense à l'inclure sur son site internet, on pense à l'inclure dans son portfolio ou dans ses portfolios si on en a plusieurs. Tout ça dans l'idée vraiment de continuité et de continuer à valoriser son travail. Donc voilà, c'était un peu ma dernière slide sur la phase projet. Je vais vous parler un peu après de l'atelier de Xavier Veillant. Mais est-ce qu'on fait des petites questions d'abord sur cette phase, Margot, ou est-ce qu'on garde tout pour la fin? Non, on garde tout pour la fin, non? Ok. Ça te va? Oui, oui, ça me va. C'est juste, j'ai l'impression de vous avoir balancé énormément d'infos. Donc, T'inquiète pas, je pense qu'on se gardera la fin pour te poser les questions. ok, ça marche. Merci. De rien. Donc voilà, pour la partie un peu retour d'expérience, Margot voulait que je vous parle un peu de mon travail à l'atelier de Xavier Veillant. Donc, il faut savoir que Xavier, il a une taille d'atelier d'abord qui est assez particulière, je trouve, dans l'écosystème artistique, parce que c'est un peu un entre-deux entre deux formes. D'un côté, on a souvent des artistes qui travaillent tout seuls ou avec un seul assistant. Et de l'autre côté du spectre, il y a des artistes avec des énormes multinationales comme Olafur Eliasson ou Jeff Koons. Et en fait, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte avec Xavier que son format d'équipe était assez particulier, à savoir qu'il y a en général entre 4 et 6 salariés dans l'équipe qui travaillent à plein temps et quelques freelances. Donc, parmi les freelances, il y a des jeunes artistes qui vont aider vraiment sur la partie conceptuelle, voire sur la construction d'objets. Il y a un scénographe qui travaille qui s'appelle Alexis Bertrand et qui collabore avec Xavier depuis peut-être 15 ou 20 ans. Donc, c'est une sorte de sparring partner pour Xavier, et ils travaillent quasiment sur tous les projets ensemble. Parmi ces freelances, il y aura aussi des fonctions un peu support, comme un graphiste, une photographe, etc., etc. Et parmi les salariés, donc là, ça a un peu changé, mais en gros, il y a quelqu'un qui s'occupe vraiment de toute la production, donc un profil un peu plus technique, qui va être le lien notamment avec les prestataires techniques, des ingénieurs, des gens qui font de la 3D,
des graphistes un peu spécialisés et qui va faire aussi la partie recherche et développement d'un point de vue technique. Il y a une personne qui s'occupe de la communication, donc à la fois des réseaux sociaux, des sites internet, des documents visuels, donc de créer et mettre à jour tout ce qui est portfolio, et aussi de la partie publication, donc publication de catalogue principalement. Il y a une personne qui avait en charge la gestion de l'atelier même, donc tout ce qui concerne la logistique et la régie. Et il y a une personne, donc ça c'était moi, qui fait de la gestion de projet et qui peut être aussi la personne en charge de la partie financière, administrative, gestion de l'équipe, etc. etc. Quoi vous dire d'autre? Il faut savoir aussi que cette organisation, elle était... en fait, c'est une petite entreprise, l'atelier de Xavier Veillant, donc avec tout ce que ça implique au niveau administratif et financier. Donc même parfois pour lui, c'était un peu étrange de devoir se positionner comme chef d'entreprise parce qu'il n'est pas du tout formé pour ça. D'où l'idée d'avoir toujours un noyau dur de salariés à qui il accorde sa confiance pour gérer les différents problèmes qui peuvent se poser avec lui. Et en termes de fonctionnement, il y a aussi un côté très, très organique et très humain qui fait qu'il y a une porosité entre les missions de chacun. Donc, par exemple, moi, j'étais chef de projet sur énormément de projets, mais parfois, c'est ma collègue qui s'occupait de la logistique qui était chef de projet et qui prenait cette casquette pour un projet spécifique parce que c'est un projet qui l'intéressait ou nos emplois du temps respectifs faisaient que c'était plus intéressant que ce soit elle qui s'en occupe, etc., etc. Donc, on avait aussi chacun cette double casquette de pouvoir mener à bien nos missions quotidiennes et aussi développer des projets avec Xavier. Donc ça, c'était hyper intéressant. Cette taille d'atelier, elle avait été aussi décidée de manière organique après avoir testé différents formats. Mais ce que je trouve intéressant, et ça c'est aussi un conseil à appliquer à tout le monde, c'est que en gros, il faut réussir à trouver un point d'équilibre entre le nombre de projets et les finances qu'on va générer et le fonctionnement financier, administratif, etc., etc. Donc nous, on avait une sorte de point d'équilibre où entre 4 et 5 salariés, ça marchait très bien. On pouvait gérer seul tous les projets sans être trop débordé. Et en même temps, ça nous permettait d'avoir un peu une certaine flexibilité au final, une sorte de souplesse de travail. Et dernière chose, quand on est un artiste et qu'on commence à monter un peu en niveau de projet, on a aussi parfois besoin de faire appel à des prestataires extérieurs. Et nous, on avait la capacité de se dédoubler, on va dire. Donc, par exemple, pour la Biennale de Venise, on a dédoublé tous les postes avec une boîte de production qui s'appelle Arter, parce que nous, on devait continuer à maintenir le bateau de l'atelier à flot. Et en même temps, il fallait qu'on travaille de manière assez intense sur ce projet parce que les appels à projets pour la Biennale de Venise, c'est quasiment d'une année sur l'autre. Donc, vous avez, je crois, 10 mois de mémoire pour monter votre pavillon. Donc, c'est super court. Et donc, nous, on avait mis en place un système où chacun d'entre nous dans l'équipe avait son double chez Arter qui faisait beaucoup plus d'exécutif. Donc, nous, on réfléchissait de manière globale avec Xavier sur le projet. Et ensuite, on avait quelqu'un pour nous aider à mettre en œuvre ces projets. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est une sorte d'effet pyramide où il y a un petit noyau qui définit un projet et qui va chapeauter plusieurs pôles.
Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà des galeries ou si c'est une question intéressante. Du travail avec les galeries, je sais plus ce qu'on. Certaines travaillent avec des galeries. Assez peu sont déjà représentées par des galeries, mais certaines ont l'habitude de travailler avec des galeries, soit pour des expos collectifs, soit sur des projets d'expos, etc. OK. OK, parce que juste je voulais aussi préciser que, donc cet artiste avec qui je travaillais, il avait 4 galeries, qui étaient basées sur 4 continents peut-être au final? Et que c'est aussi des relais, les galeries, hyper importantes pour l'artiste et son atelier, parce que c'est eux qui représentent le travail de l'artiste à l'étranger. Ils peuvent être de très très bons conseils sur des scènes artistiques particulières, parce que eux sont implantés dans le pays en question. Ils connaissent l'écosystème, ils connaissent les directeurs du musée, les conservateurs, et cetera, et cetera. Donc, en termes de montage de projet, si vous avez une galerie, c'est aussi une force vive sur laquelle il faut savoir s'appuyer. Sachant que le pendant qui peut être un peu «négatif» entre guillemets quand on a plusieurs galeries à un moment, c'est qu'il peut y avoir des effets de concurrence. Il peut y avoir des effets de concurrence entre les galeries. Par exemple, avec l'atelier de Xavier Villan, c'est arrivé qu'on reçoive de manière directe un appel à projet, pas qu'on y réponde nous, mais que quelqu'un vienne nous demander de répondre à un appel à projet. Et cet appel à projet, il nécessite d'avoir une galerie pour une raison X ou Y. Et du coup, l'artiste se retrouve à devoir choisir avec quelle galerie il va travailler pour tel projet. Donc quand c'est clairement marqué dans un espace, c'est pas très grave, parce que disons que vous avez une galerie à Paris, celle qui vous représente en France, et ben, au moins c'est limpide. Mais il y a des projets où c'est un peu plus poreux. Donc nous, ça nous est arrivé de devoir aussi faire le lien entre les galeries et arrondir les angles pour que chacun puisse travailler de manière intelligente et vraiment dédiée au projet artistique. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ça s'est fait, de comment Xavier Veillant est passé de 1 à 4 galeries, pourquoi il avait 4 galeries, et Ouais. quel est un peu le schéma classique dans ces cas-là? Tac. Alors je ne sais pas si c'est un schéma classique, Ah ouais. mais ça s'est fait comment? Bah, déjà, il faut savoir qu'il a eu d'autres galeries avec qui il a arrêté de travailler. Donc on peut aussi très bien mettre fin à une relation avec une galerie si ça marche pas. Xavier, il a Andren Shishemko, qui est sa galerie la plus ancienne maintenant, qui est basée en Suède et à Paris. Et je ne sais pas comment ils ont commencé à travailler ensemble, mais ils ont une sorte de relation d'amitié et de confiance mutuelle très ancienne. Et à l'époque, cette galerie était basée que à Stockholm. Donc Xavier cherchait une galerie à Paris. C'est là qu'il est rentré à la galerie Perrotin. Il a travaillé il travaille toujours avec la galerie Perrotin. Et en fait, au sein de la galerie Perrotin, il y avait un art advisor, il collaborait souvent avec une collectionneuse et art advisor qui s'appelle Nikeu Lim, qui est coréenne. Et elle a monté sa galerie à Séoul. Et elle a demandé à Xavier s'il voulait bien faire partie de ses artistes. Donc pareil, ça s'est fait de manière un peu naturelle et dans la continuité des choses. Et à l'époque, ça l'intéressait parce que je crois que la galerie Perrotin n'avait pas encore toutes ses antennes dans le monde. Et du coup, c'était important pour Xavier d'être représenté en Asie, notamment parce qu'il avait déjà des œuvres dans l'espace public ou des projets d'œuvres dans l'espace public sur ce territoire. Donc c'était bien d'avoir un relais local
justement pour faciliter la communication avec les acteurs locaux, ne serait-ce que du point de vue du langage, des mœurs, de la différence de zone, enfin voilà. Donc voilà. Et la quatrième galerie, c'est une galerie brésilienne et j'essaye de me rappeler comment ça a commencé. Je crois que c'est aussi par l'intermédiaire de la galerie Perrotin, mais je suis pas sûre à 100. Et Donc donc, voilà. son idée, c'était grâce à ça d'être représenté sur tous les continents, quoi, en gros. Oui, c'est ça, c'est pouvoir, toucher, un public le plus grand possible et ça permet aussi, vraiment de soulager un peu l'équipe fixe parce que, par exemple, quand on a fait une exposition, des œuvres de Xavier au Brésil, on a eu un chargé de production local au Brésil qui nous a aidés, à sourcer, du bois, local parce que Xavier voulait pas, transporter du chêne au Brésil. Il trouvait que c'était un peu idiot, par exemple, pour faire des sculptures, d'hommes et de femmes et l'idée, c'était de travailler de manière, locale avec, des matériaux, sourcés localement et du coup, la galerie a servi d'intermédiaire pour, trouver des prestataires, et nous permettre de travailler, directement sur place, tout simplement. Donc c'est aussi une logique, en fait, c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de logique financière, logique écologique, logique humaine, parce qu'on travaille pas du tout pareil, entre Rio et Stockholm et Séoul, la mentalité est vraiment différente, donc avoir des personnes sur place, c'était juste indispensable à un moment, tout simplement. Et les galeries, elles avaient en charge vraiment la vente des œuvres produites pour les expositions et vous, au sein du studio, plutôt tout ce qui était gestion de projet extérieur. Oui, c'est ça. Nous, l'atelier, il fait très, très peu de ventes en direct, voire, quasiment jamais. Le deal avec les galeries, c'est vraiment, qu'elles s'occupent de la partie vente. Et elles s'occupent aussi énormément, c'est des énormes relais au point de vue, de la communication et de la visibilité, notamment par le biais de toutes les foires qu'elles peuvent, faire et l'atelier, il gérait plus les projets. Mais ça, c'est une sorte de négociation un peu, qui a été faite à un moment ou un fonctionnement qui correspondait, au travail de Xavier Veillant à ce moment de sa carrière. Mais ce qui est important, je pense, à garder en tête, c'est qu'en fait, le monde de l'art, c'est un peu un écosystème, super ouvert et super, flexible et fluide et que tout se négocie. Donc si vous, vous êtes une artiste qui travaille seule, vous pouvez totalement demander plus d'aide à votre galerie, pour, le suivi de production. Parce que Mm. souvent les galeries, elles envoient aussi, quelqu'un, quand nous on allait valider des pièces, je reprends toujours cet exemple du fondeur parce que Xavier, il fait beaucoup de sculptures, mais bah, il y a ce qui s'appelle un artiste liaison, quelqu'un de la galerie qui vient aussi voir les pièces, et qui, les valide aussi en quelque sorte, avec, l'artiste et son équipe parce que c'est lui qui va être en charge de les vendre. Donc il sait aussi, quelle qualité, quelle finition, son ou sa cliente, attend par ailleurs. Donc donc oui, si vous avez pas d'équipe, il y a des moyens de se faire plus ou moins accompagner. C'est une sorte, je trouve toujours d'équilibre entre, une volonté d'indépendance et un besoin, d'aide, tout simplement. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de l'atelier. Je regarde mes notes vite fait. Et moi, j'ai une question et après, on va laisser la parole aux autres. Mais avec tout ça, Xavier, l'équilibre qu'il trouvait justement entre la création et la gestion de son atelier, est-ce qu'elle lui allait? Et selon toi, c'était quoi à peu près son temps de production d'œuvres versus son temps de gestion justement de cette entreprise presque?
Je pense que c'est une bonne question. Je ne serais pas capable de vous donner un pourcentage. Mais l'idée d'avoir une équipe pour Xavier Veillant, c'était aussi de se détacher des problèmes administratifs et matériels. Donc la gestion, nous, on était un peu une équipe auto-gérée au final. Surtout au moment où on n'était plus que, entre guillemets, 4 salariés. On avait des réunions d'équipe toutes les semaines avec Xavier, les stagiaires et tout le monde. Mais par exemple, s'il y avait un problème d'ordre administratif, c'est moi qui le réglais en direct. Je demandais à Xavier de signer un papier si besoin, mais c'est nous qui faisions plus les pompiers en cas de problème pour que justement lui puisse se consacrer à la partie artistique, sachant que quand on est un artiste un peu établi, on fait aussi il avait aussi toutes sortes d'obligations un peu sociales et de représentation, ne serait-ce que d'aller voir toutes les galeries, voir tous les vernissages, serrer des mains, etc., etc. Ça, c'était sa partie un peu de gestion à lui, on va dire, de l'activité de l'atelier, de faire le premier contact, de donner vraiment de sa personne. Et ensuite, nous, on prenait le relais. Donc souvent, le lundi matin, on commençait par un petit débrief du week-end, des 12 vernissages auxquels il avait pu aller, des personnes avec qui il a glissé un mot sur tel ou tel projet, en me disant j'ai rencontré lui, il est curateur dans ce musée, mais je ne sais plus son nom. Et nous, on retrouvait les infos et on faisait un peu le suivi. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ok, merci beaucoup Léa. De rien. J'ai pas l'habitude de parler aussi longtemps. Non, c'était génial, on a pas mal de questions. Ouais. Pour qu'on arrive à les traiter, je vais me permettre de les lire. Je vais arrêter ça. Vas-y. Alors, la première question, il y avait une question de Sophie, c'était au début, mais comment peut-on mettre une photo de l'œuvre définitive dans un dossier alors que c'est l'appel à projet pour justement cette œuvre-là? En fait, c'était pas la photo définitive. Ouais, En appel à projet, on met juste des esquisses, des dessins, éventuellement un plan en 3D. Et la fiche technique définitive, c'est une fois que l'œuvre existe. Là, vous la prenez en photo et vous finissez la fiche technique plus complète. D'accord. C'est 2 étapes différentes. On a aussi une question de Julia Genet qui dit en chiffre d'affaires, quel pourcentage représente le 1% et autres appels à projets par rapport aux demandes directes? Est-ce que les demandes directes, c'est les achats d'œuvres, Julia? En fait, c'est la part de réponse que vous faisiez en appel à projet ou la part par rapport à ce qui vous était demandé directement par les galeries ou par vos clients directement. Qu'est-ce que ça représente en fait dans votre activité, ces appels à projet? Dans l'atelier de Xavier Veillant? Oui. Alors, j'ai plus les stats en tête. À peu près. Mais à peu près. En fait, ça dépendait des années, mais sur la fin de la période à laquelle j'ai travaillé, moi, on était devenu un peu spécialiste avec Guillaume, qui s'occupe de la production, de répondre à des appels à projets. Et on en a fait des très, très gros. Et du coup, je crois qu'il y a une année où ça représentait peut-être, je ne vais pas dire de bêtises, mais plus de 50% du chiffre d'affaires de l'atelier. Ah ouais. Mais parce que je parle d'une sculpture qui fait 20 mètres de long, sur laquelle on a travaillé pendant 3 ans. Donc, mais en fait, c'est un peu abstrait parce qu'on a travaillé dessus pendant 3 ans, mais la majeure partie du budget, on l'a touché que sur une année. Et du coup, ça fausse un peu les données. Mais concrètement, les appels à projets sont plus importants que les ventes en direct. Et surtout, c'était surtout vrai après le Covid. Où, comme il n'y a pas eu de foire, il y a eu peu de nouveaux collectionneurs.
Il y a eu peu de ventes en direct et on s'est vraiment appuyé sur les projets de commande qu'on avait signés juste avant la pandémie. Voilà. Merci. On a une question de Julia et Teddy qui dit: est-ce que c'est Xavier qui choisit les projets ou c'est son équipe qui les propose? Comment ça se passe Après, l'idée, bon, c'est que ça soit une source d'inspiration aussi en général. Ouais. Alors en général, c'est Xavier qui était sollicité par des gens. Donc on recevait des appels à projets ou des propositions de projets. Je vais plutôt utiliser le terme de proposition de projet dans ce cas-là. C'est souvent moi qui les recevais. Du coup, je faisais un premier tri. Je faisais un premier tri selon les commanditaires, selon les budgets, selon les délais, etc., etc. Et ensuite, on les regardait en réunion d'équipe et toute l'équipe donnait son avis sur le ou les projets et Xavier décidait à ce moment-là. D'accord. On a une question aussi de Julia Genet qui demande: est-ce qu'il y a beaucoup d'ateliers de la taille de Xavier Veillant en France, c'est-à-dire avec plusieurs salariés, etc. À ma connaissance, non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est vraiment un choix délibéré que lui a fait à un moment de salarier les gens et d'investir dans l'humain et pas de travailler qu'avec des freelances ou des auto-entrepreneurs. Et il y a plus d'artistes qui ont genre un assistant qui les aide souvent pour la partie administrative et communication, et ou un assistant qui peut être un stagiaire même, qui va les aider pour la partie matérielle, je sais pas, par exemple pour les peintres, préparer les toiles, etc. Mm. Donc c'est C'est assez vraiment commun, j'ai l'impression, dans les peintres. d'avoir des petites mains pour faire Ouais, ça. ouais. Ouais, moi aussi, c'est l'impression que j'ai. Je connais assez peu. Je connais beaucoup d'artistes qui ont un assistant, un bras droit. Mm. Ouais. En Angleterre, je sais que quand j'ai étudié en Angleterre, je rencontrais vraiment beaucoup d'artistes qui avaient des studios de 5 à 15 personnes. Ah ouais. Ouais, même des assez jeunes artistes. Mais c'est vrai qu'en France, c'est un peu plus rare, il me semble, mais j'ai l'impression que les artistes dans les grandes galeries, ils ont quand même au moins effectivement 1 ou 2 personnes qui les assistent. Oui, après, ça dépend aussi de l'activité, hein. Xavier Veillant, il a des activités qui justifient d'avoir des gens qui travaillent avec lui. Les peintres, au final, un peu moins. Mm. Xavier, des fois, les gens le comparaient à une petite agence de production ou à une petite agence d'architecture, et comparaient son travail plus à celui d'un directeur artistique qu'à celui d'un artiste plasticien. Donc, c'est peut-être pour ça, au final, qu'il a un peu cette position intermédiaire. Mm. Ça et la volonté d'avoir un atelier, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de collaborer avec des gens, de parler beaucoup avec des gens, de beaucoup brainstormer avant d'avancer sur des projets. Je pense que c'est je sais pas, une sorte de faisceau de raisons qui ont mené à ce choix. Mm. La question d'après de Julia, je la laisse pour la fin, mais il y a Jeanne-Sophie qui Oui, demande: combien de temps penses-tu, donc ça je pense c'est plus pour nous aujourd'hui, ouais. qu'il faille consacrer aux réponses d'appel à projet versus la création, versus nourrir son travail, son inspiration. Dans un schéma, on n'a pas encore Ouais. d'assistant d'atelier. Je pense qu'il faut pas y consacrer trop de temps. Je pense que un appel à projet tous les 3 mois, pour moi, ça suffirait. Parce que je trouve que c'est quand même assez dur d'essuyer des refus. Enfin, moi, je suis pas artiste, mais quand on perdait un concours ou un projet, ça me touchait énormément. Donc, je me dis que vous, en tant qu'artiste, faut aussi vous préserver. Mais
c'est un peu difficile de donner des conseils un peu génériques parce que je connais pas trop le travail de chacune au final. Mais en tout cas, de pas s'y consacrer potentiellement totalement, ça serait ton... Ouais, je pense que c'est trop conseil. dur. Mm. On a une autre question de Julia. Qu'est-ce que tu en penses si on n'est pas en galerie? Est-ce qu'on a des chances d'être prise? Ou comment on doit envisager la chose quand on n'a pas encore de galerie pour candidater à des appels à projets? Ouais, je pense que plus important que la galerie, c'est un peu votre CV. Si vous avez déjà participé à des expositions, que ce soit des expositions en groupe ou des expositions en solo. En gros, l'idée, quand on répond à un 1% ou à un appel à projet, c'est aussi de prouver qu'on est déjà un artiste un peu établi et que c'est notre profession principale. Donc, si vous avez fait, je sais pas moi, une dizaine d'expos, que votre travail a été montré dans des magazines ou dans un catalogue, ou enfin, faut vraiment mettre tout ça et oui, je pense que vous avez des chances. Ouais, c'est vraiment le but aussi, j'en ai déjà parlé aux artistes, mais de cette deuxième partie de l'année, c'est de nous projeter aussi un peu plus loin dans notre carrière et d'avoir une vision justement sur ce que ça représente. Donc peut-être que pour certaines d'entre nous, tous ces conseils, tout ça sont un peu tôt, OK. mais voilà, je trouve que c'est important de se projeter, de comprendre justement comment une carrière d'artiste évolue dans le temps et quels sont au fur et à mesure aussi tous les enjeux Mmh. qui arrivent. On a une question d'Agnès qui dit oui, justement, si on se fait aider par quelqu'un comme toi, par exemple, quel pourcentage on doit prévoir dans notre budget? Est-ce qu'on doit passer par une agence, plutôt par quelqu'un qui est indépendant? Et comment ça se passe pour le paiement? Est-ce que c'est un pourcentage du montant qui est obtenu ou est-ce que c'est un montant fixe? Qu'est-ce qui se fait de manière traditionnelle dans le secteur? Alors il y a plusieurs cas. Il y a des personnes, qui acceptent de répondre aux appels à projets et en cas de victoire, d'en effet prendre un pourcentage, du budget de fabrication ou du budget global. Et il y a aussi, enfin moi je fonctionne plus comme ça. Moi je préfère, être rémunérée pour mon travail en amont, et donc déterminer un prix pour une mission, si ça va me prendre, une journée ou 5 jours, de travailler sur un appel à projet. Mais les 2 cas sont possibles. Pour les agences de production, en général, ils sont aussi, partenaires du projet et ils font, toute la trésorerie. Donc eux, ils prendront un pourcentage du projet. Ils vont vous aider, à monter le projet, à éventuellement aller chercher du financement complémentaire si c'est un projet de grande taille, et en contrepartie, vous allez négocier avec eux, un pourcentage, ouais. D'accord. Ah, On a ensuite une question de Mai qui dit quel serait ton retour sur les 10 ans en termes de comment faire grandir une activité d'artiste? Elle a l'impression que dans le cas de Xavier Veillant, les commandes comme le 1% a été un vrai vecteur de développement. ouais, je pense que c'est une bonne impression. Hem, je pense que c'est un peu circonstanciel parce que Xavier, à un moment de sa carrière, il aurait aimé, travailler plus, avec des institutions muséales ou être plus sélectionné pour faire partie d'expositions de groupe, et en fait, ça s'est pas fait et du coup, il s'est pas laissé abattre et il a décidé de répondre à des projets de manière plus autonome, et au final, ça l'a un peu, orienté vers un type d'œuvre et un type de projet, et ça a un peu, façonné, sa carrière. Une sorte de position d'artiste un peu, indépendant qui arrive à parfois à autofinancer ses projets et qui essaye de les choisir selon ses centres d'intérêt. Mm.
Mais tout ça est, c'est très organique. Et je sais pas, je veux pas parler pour lui, je sais pas ce qu'il aurait préféré, mais nous, on a fait pas mal de... Il y a un moment, on a essayé de contacter des musées dans lesquels il aurait voulu exposer et on n'a pas forcément reçu de réponse. Donc, c'est aussi quand même beaucoup une activité qui marche au contact et au réseau. Donc, donc voilà, c'est un peu... Oui, ça a été un vecteur de développement de répondre à des appels à projets, mais ça a peut-être fermé d'autres portes. Je veux pas que vous le voyez juste... Enfin, je veux pas vous montrer juste la partie dorée de l'activité de l'artiste. C'est aussi des choix qui ont peut-être des conséquences aujourd'hui et qu'on n'a pas forcément anticipé il y a 15 ans. Super intéressant. On a Cathy aussi qui te demande comment est-ce qu'est calculé le prix final d'une œuvre? Est-ce qu'il y a quelque chose de logique avec le budget pour le fondeur, la partie pour l'artiste, pour la galerie, etc. En gros, voilà, en termes de rentabilité d'une œuvre, comment ça Oui, marche? il y a des calculs. Alors, nous, on avait une seule sorte de calcul qui est qu'une œuvre n'est pas rentable si... Enfin, il faut que les coûts de production et le coût de fabrication total fassent moins qu'un tiers du prix de la vente. Et ça, on considérait que c'était vraiment la limite pour que ce soit rentable. Ça, c'est pour Un les fois œuvres. 3 par rapport au coût de production. Ouais, minimum. Prix de vente. Ouais, prix de vente. Sachant que ça, c'est pour les œuvres, comment dire, d'échelle domestique, enfin les œuvres qu'on va vendre sur des foires ou via des galeries, et que ça ne marche pas du tout pour les œuvres monumentales dans les espaces publics, où là, notre calcul à nous était plus basé sur les conseils de l'expert comptable, sur les calculs d'honoraires des architectes. Donc, de demander 12, 15, 18% du budget en honoraires. Et ça se négociait chaque fois au cas par cas. D'accord. On a une question d'Agnès. N'hésitez pas à poser vos dernières questions. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Agnès qui te demande quand on est refusé à une candidature, est-ce que c'est utile et constructif de demander des retours? Voilà, comment pas perdre de temps? Enfin aussi, elle a deux questions. C'est est-ce que ça vaut le coup ou comment on perd pas de temps pour les appels d'offres lorsque les infos sont pas claires? Alors moi, je trouve que ça vaut toujours le coup de demander des retours, d'avoir un feedback et en effet, ça vous permet de savoir si c'était un peu truqué, elle a mis? Ouais, tronqué. S'il Tronqué. manque de l'info, je pense. Ah oui. Je suis pas sûre de Pardon, non, comprendre la deuxième c'est partie. pas, non, pardon, c'est pas qu'il manque des infos, c'est qu'en fait, parfois, il y a certains appels d'offres où ils font un marché public. Or, on sait très bien que les artistes sont déjà sélectionnés, quoi. Donc, comment Ouais. repérer ça pour pas perdre de temps, d'énergie? Alors, je sais pas comment les repérer. Peut-être que si l'appel à projet est un peu trop vague, ça peut être un indice. Ou si les délais sont super courts, genre si c'est publié et qu'il faut le rendre 5 jours après, c'est qu'ils ont déjà en effet peut-être fait une présélection. Est-ce que ça m'est arrivé? Je crois que enfin, j'en ai déjà entendu parler de ce genre de marché un peu truqué du coup, mais plus pour des... J'en ai jamais entendu parler pour la partie artistique. J'en ai plus entendu parler pour la partie construction. Mais donc, je suis pas sûre de pouvoir te répondre plus précisément. Mais en tout cas, oui, toujours demander un retour. Et en vrai, si le retour qu'on vous fait est très flou, c'est peut-être qu'ils n'ont pas regardé les candidatures et qu'ils avaient déjà choisi. C'est ce que nous dit aussi Jeanne-Sophie, que parfois,
dans le webinaire de la Maison des Artistes sur le 1%, la personne a dit, voilà, si vous voyez qu'il y a des délais de moins de 15 jours, c'est probablement que l'artiste a déjà été sélectionné et que c'est juste pour rentrer dans les clous de l'appel. Ouais, ouais, ça c'est un peu déprimant comme manière de faire. Ouais. On a une question de Julie par rapport justement au sujet de la rentabilité des œuvres qui demande, est-ce que vous prenez en compte les heures de travail de l'artiste quand on calcule ce seuil de rentabilité ou ce calcul de faire x3 par rapport au coût de production, il est un peu indépendant du temps que ça prend à l'artiste? Moi, dans mon expérience, c'est plutôt indépendant. Après, il y a plusieurs techniques pour calculer le prix de vente, surtout pour les jeunes artistes. Je crois que c'était dans le backpack de l'artiste, les différentes techniques. Donc, non, moi, je prends assez peu le temps de travail de l'artiste en compte. Après, là, j'ai découvert cette année avec un projet en Australie, une différente manière de fonctionner que j'ai trouvée assez intéressante, où donc c'est l'artiste avec qui je travaille en ce moment, elle s'appelle Angelica Messiti, elle est australienne mais basée à Paris, et elle fait un gros projet d'installation pour la Art Gallery de New South Wales. Et eux, dans le contrat qu'ils lui ont proposé, il y a une partie honoraire artistique, donc une enveloppe dédiée pour elle. Et ils nous ont demandé, parce que c'est nous qui avons fait le budget, de mettre une ligne de travail artistique dans le budget. Donc, il peut correspondre à ce temps de travail. Et je trouve que c'est pas mal comme moyen de fonctionner. Parce que Angelica, par exemple, pour répondre à ce projet, elle va être obligée d'arrêter une autre de ses activités. Et donc, sa rémunération mensuelle va diminuer. Et là, cette proposition, ça va un peu équilibrer son travail artistique. Donc, j'ai jamais vu ça en France encore. Nous, dans l'atelier de Xavier, on pouvait le valoriser en temps de travail de l'atelier, comme mise à disposition de l'atelier comme une globalité. Et en fait, ça englobait le travail de Xavier. Et du coup, mais les horaires de travail, ça inclut le temps de travail, mais en vrai, les honoraires artistiques, ils sont souvent un peu faibles par rapport au temps de travail. Si vous arrivez à dédoubler cette ligne, foncez. Ok, on va terminer avec les questions de Julia qui demande, si c'est pas indiscret, pourquoi tu as décidé de partir et que que tu avais aussi évoqué pendant le Zoom de Thomas que tu proposais aux artistes de les accompagner justement sur ce travail de montage de dossier et quels seraient potentiellement tes honoraires pour ce genre d'accompagnement. D'accord. Alors moi, j'ai décidé de quitter l'atelier de Xavier Veillon parce que j'ai commencé en stage là-bas et j'ai fini par diriger la partie financière, administrative et être chef de projet. Donc j'ai fait tout le panel en presque 10 ans. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour de ce que je pouvais apprendre là-bas et de ce que je pouvais apporter aussi à l'atelier. Donc j'avais envie de changer d'air, de parler avec d'autres artistes, de travailler plus dans le spectacle vivant. Donc voilà. Et en termes d'accompagnement, moi j'aime bien parler en tête-à-tête avec les artistes pour essayer de comprendre leur projet avant de m'engager ou pas et de voir si je pourrais leur apporter des choses intéressantes. Et en général, je suis payée, en ce moment, je suis payée à la journée, aux alentours de 300 € pour les missions très ponctuelles. Enfin, si quelqu'un a besoin de moi une seule journée, et après, je fais des forfaits de travail. On s'était dit que c'était bien de te rajouter dans la page des prestataires du cercle pour, Ah oui, ouais. pour que ça soit justement accessible facilement aux artistes. Peut-être qu'on va le faire cette semaine. D'accord. Ok, est-ce que... On a tout vu. Je crois qu'on a tout vu. Si j'ai oublié une question, parce qu'il y en avait beaucoup, n'hésitez pas à prendre la parole.
Euh, Je crois qu'on a tout vu. oui, il y a juste Julie qui dit qu'elle fait moduler les prix en fonction de la difficulté de la sculpture. Très bien. Ouais. Bon, bah merci tout le monde pour votre écoute. Merci Léa pour cette présentation. Voilà, pour celles qui ne seront pas là, elles le regarderont en replay. Je vais le rendre disponible si tu peux nous envoyer ta présentation. Oui, Et bien sûr. c'était le dernier rendez-vous d'experts avant la rentrée. Donc, merci à toi de clôturer cette période juste avant l'été. Et ben avec plaisir. Bon repos à toutes pour l'été. Et merci infiniment pour De rien. cette info qui vient en complément pour celles qui ne l'ont pas encore vue. C'était vraiment l'idée pour qu'on aille profondément dans tous ces sujets d'appel à projets privés et publics. C'est vraiment un zoom en complément du dernier de Thomas Roussel-Terry qui avait lieu il y a un mois. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez vu les deux, vous êtes armés, je pense, pour aborder avec confiance tous ces sujets d'appel à projets, qu'ils soient publics ou privés. Merci à tout le monde. À très Ciao. vite. Ciao.